Bonjour à toutes, bonjour à tous. Un petit retard d'une demi-heure sur ce live. Vous avez été informés sur nos réseaux sociaux parce que je suis dans un décor très convivial. Non, je plaisante, un décor très austère. En fait, je suis dans les locaux de TF1 à Paris où j'ai été interviewé pour le JT de 20h de ce soir, si j'ai bien compris, sur la difficulté, sur les difficultés de Flunch. C'est pour ça que je suis dans un décor inhabituel. Bref, TF1 m'a prêté un petit bureau très sympathique, enfin très sympathique, c'est façon de parler, et pour que je puisse réaliser ce live. Alors, le thème de ce live est un thème extrêmement important en ce moment, qui est l'expérience client. Alors l'expérience client, on en parle beaucoup, mais c'est quoi exactement et d'où ça vient? Il faut avouer quand même qu'on vit ce que je pourrais appeler une transformation sociétale, appelons-la comme ça, qui modifie inévitablement l'expérience recherchée, l'expérience client recherchée. Et cette transformation sociétale va plus vite que la transformation des entreprises, des restaurants, des hôtels-restaurants, bref, des acteurs. Et nous sommes donc dans un risque de désynchronisation entre les deux. Et cette resynchronisation, elle ne doit pas se faire post-Covid. Je pense que c'est maintenant qu'il faut le faire. Et j'aurais même tendance à dire que ceux qui ne s'y sont pas préparés pour la réouverture, ça va leur poser un certain nombre de problèmes. Parce que la réouverture va avoir lieu. Alors pour l'instant, ça se situe aux alentours du week-end de Pâques. Peut-être avant, selon quelques sources, paraît-il bien informées, parce que Emmanuel Macron a l'air de réussir son pari, de tenir tête à son comité scientifique, à son ministre de la Santé et à son Premier ministre. Bref, au niveau de l'expérience, le job d'un restaurant, c'est de faire la cuisine qui va être servie à ses clients. Ok. Mais c'est aujourd'hui insuffisant par rapport à ce qu'attend le client. Je m'explique, il faut créer, comment je pourrais dire ça, une survaleur et devenir un opérateur complet de convivialité. En fait, il faudrait se mettre à monitorer les expériences de convivialité. Mais on va en reparler parce que tout ceci a l'air compliqué, mais en fait, non, c'est très très simple. On revient aux fondamentaux du métier de restaurateur. La restauration est un métier de service. On le répète souvent chez Gira, c'est un métier de service avec un grand S. Avec un grand S. Autrement dit, le contact est fondamental. Vous savez, dans n'importe quel commerce, il y a deux contacts. Je rentre dans une boulangerie, je veux ça, je paye. Deux contacts. Je rentre dans une épicerie, je prends ça, je veux ça, je paye. Dans une pharmacie, je veux ça, je paye. Dans une boulangerie, pareil, il y a deux contacts. Dans la restauration, c'est probablement le seul commerce qui a 10 séquences, 10 contacts. Je m'explique, il y a déjà un contact post-visite. Je cherche où je vais aller dîner ce soir, où je vais aller déjeuner. Le deuxième contact, c'est le contact physique quand j'arrive dans l'établissement. On est à deux contacts. Troisième contact, le placement. Quatrième contact, la carte, la prise de commande. Cinquième contact, l'assiette qui arrive, les assiettes qui arrivent. Je ne vais pas toutes les compter, mais il y a plusieurs assiettes qui vont arriver. Contact suivant, c'est probablement une reprise de commande. Je parle des desserts. Le contact suivant, c'est l'addition, le paiement. Et le contact dernier, c'est la sortie du restaurant. Et quand vous prenez tous ces 10 contacts, il y a à chaque fois un contact avec un être humain. Et c'est ça que j'appelle un monitoring de convivialité, parce qu'il faut tout séquencer. Et il faut regarder tous ces contacts un par un, parce que c'est l'ensemble de ces contacts qui crée ce qu'on appelle depuis tout à l'heure l'expérience client. Mais il faut quand même avouer quelque chose, c'est que depuis de nombreuses années, beaucoup de restaurateurs sont devenus des preneurs de commandes et des porteurs d'assiettes. Il ne se passe plus rien en salle. Et ça, le consommateur ne l'entend plus comme ça. Ça ne lui plaît plus.
il veut passer à autre chose. Alors, si on fait un peu d'histoire, dans les années 90, on était sur une typologie de produits. On allait chercher un produit, on allait manger tel produit. Dans les années 2000, on était plutôt sur une typologie marketing de clients. C'est là où on a commencé à faire des catégories de clients, on les classait par âge, par sexe, dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es, etc. Mais aujourd'hui, on est dans une typologie que chez Jira, on nomme de plus en plus une typologie expérientielle, c'est-à-dire une typologie de relation avec le client, d'expérience recherchée, bref, du moment qu'il passe dans le restaurant, qui est, je le répète, l'un des rares commerces, si ce n'est le seul commerce, où le temps passé est toujours rythmé par des êtres humains. D'où ce métier de service dont je parle souvent. Alors cette typologie d'expérience relationnelle, parce que c'est vraiment la relation, repose sur un triptyque qui est simple, c'est que hier on faisait des restaurants pour les gens qui avaient de l'argent et des restaurants qui avaient pour des gens qui n'avaient pas d'argent. On avait des restaurants pour ceci, des restaurants pour cela. Ça ne marche plus comme ça. Aujourd'hui, on choisit un restaurant sur le triptyque qui est la situation dans laquelle je me trouve. Est-ce que je suis seul? Est-ce que je suis en couple? Est-ce que je suis en famille? Est-ce que je suis entre amis? Est-ce que je suis entre collègues, entre potes? Enfin bref, je suis la même personne et ma situation change. Le deuxième élément du triptyque, c'est la fonction du repas que je recherche. Est-ce que c'est une fonction festive, une fonction plaisir, une fonction purement nécessité? Il faut que je mange, donc je me nourris. Bref, il y a plein de fonctions possibles dans un repas. Et puis la troisième dimension de ce triptyque, c'est évidemment le temps dont je dispose. Et le temps dont je dispose, la fonction du repas que je recherche et la situation dans laquelle je me trouve, va justement demander une certaine expérience qui est différente, qui sera différente selon d'autres situations dans lesquelles je serai, avec d'autres fonctions repas, avec d'autres niveaux de temps dont je disposerai pour me nourrir. Donc vous voyez que les choses deviennent complexes parce qu'on n'est plus sur une typologie de client, ça n'a plus rien à voir. On est vraiment sur une typologie expérientielle qui est purement relationnelle. Alors il y a 5 paramètres qu'il faut qu'on le prenne en compte. Alors, il y a un premier paramètre qui est lié à la communication. Alors, on parle beaucoup d'une accélération de l'utilisation du digital. C'est vrai, mais nous disons et nous répétons, attention à l'envahissement digital dans la relation avec le client. Digital, oui, plutôt pour la restauration dite rapide, mais pour le service à table, franchement, je ne vois vraiment pas où on va pouvoir accélérer sur le digital. Parce que quand vous reprenez les 10 séquences que je vous ai données tout à l'heure, moi, il faudra qu'on m'explique où on introduit le digital. Bien sûr, en visite, avant la visite, bien sûr, présence sur Internet, il peut se passer quelque chose. En aucun cas de la commande. J'ai même vu une appli qui nous proposait, quand on est au bureau, de passer sa commande. Et quand j'arrive dans le restaurant, avec service à table, hein, pas dans la restauration rapide, et ben, la cuisine est informée que j'ai passé le portique et le plat est en préparation. C'est super, hein, il y a des ingénieurs qui ont bossé là-dessus, fantastique. Ils oublient juste un petit truc, c'est qu'en France, en tout cas, on attend d'avoir la carte dans les mains, on attend d'avoir quelqu'un en face de nous qui nous fait des suggestions, qui nous chouchoute, qui nous conseille, qui nous suggère avant de choisir. Et puis, est-ce qu'à 10h30 le matin, je sais ce que je vais dîner le soir à 20h30 ou à 21h? Bien sûr que non, bien sûr que non. Donc attention au digital. On a même vu des restaurants qui ont tenté de donner un iPad aux clients et que ces clients passent leur commande. C'est exactement pareil. Je pense que le client a besoin d'être conseillé, le client a besoin qu'on lui suggère, le client a besoin qu'on lui propose, le client a besoin qu'on lui expose qu'est-ce qu'on a préparé aujourd'hui pour lui, qu'est-ce que le chef a travaillé aujourd'hui. Enfin bref, on n'est pas du tout dans cette configuration. Donc attention au digital. Deuxième paramètre, c'est le paramètre psychologique. Aujourd'hui, nous avons affaire à des consommateurs qui souhaitent aller dans un restaurant, mais quel qu'il soit,
en ayant du sens. Il faut que ce que je consomme ait du sens. Il faut que l'endroit où j'aille déjeuner ou dîner ait un sens. Alors le sens, il peut être multiple. Hein. Je peux être un restaurant bio, je peux être un restaurant très engagé sur l'éco-responsabilité, je peux être un restaurant très engagé sur le développement durable, sur l'anti-gaspi, sur le sans gluten, sur tout ce que vous voulez. Mais il faut qu'il y ait un sens aujourd'hui. Un restaurant où j'y vais sans raison, bien au-delà de la qualité du produit et de la qualité du contact, il faut qu'il y ait une raison au-delà, qui ait un sens. C'est le deuxième paramètre. Consommer avec du sens, ça on y est vraiment. Le troisième paramètre, c'est ce que j'appellerais les process. Je disais tout à l'heure qu'on est devenu des preneurs de commandes et des porteurs d'assiettes, c'est vrai. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit que plus on montre, plus on se remet à montrer pour vendre, plus on vend. Je m'explique. Les chariots de dessert ont disparu, on sait pourquoi. Gaspillage, on n'a plus la place de passer avec le chariot, ça coûte cher, etc. Le chariot de fromage, j'en parle même pas. On dit que plus personne veut du fromage, ce qui est totalement faux. De sorbet. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Ok, il est hors de question de revenir à ça. Mais je prends toujours l'exemple d'un de nos clients chez Gira qui nous a dit « Mais le café gourmand, tu dis qu'il faut en mettre sur les cartes, et moi, j'arrive pas à le vendre. » Première chose que je lui ai dit, fais voir ta carte, où est le café gourmand? Il me montre sa carte, et en fait, le café gourmand, il est avec les cafés, thé, infusion. Alors déjà, je lui ai dit, le café gourmand n'est pas un café, n'est pas une boisson chaude, le café gourmand est un dessert. Donc déjà, on va commencer par le mettre dans la gamme des desserts. Mais je lui ai dit, est-ce que tu peux me montrer comment tu fais un café gourmand? Et il m'a montré un café gourmand qui était magnifique, c'est ce qu'il fait, avec 3 items, je crois 3 ou 4. Une jolie assiette, un joli plateau, enfin, tout était très très beau. Et à 13h10, on a tenté une expérience, c'est de partir à blanc avec 2 ou 3 cafés gourmands comme ça dans la salle. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un maximum de clients qui l'ont vu, c'était fait pour ça, et qui ont dit c'est quoi ça, nous on en veut bien, etc. Ce qui veut dire que dès qu'on montre, on vend. On l'a fait pareil avec une très belle assiette de fromage, et ça marche. Et même si on n'a pas envie de faire ça, on a vu des restaurants, alors on l'a vu d'abord aux États-Unis, on l'a même vu à Bordeaux, on l'a même vu en Espagne. À la fin du repas, on entend souvent dire cette phrase que je trouve catastrophique, est-ce que vous voulez la carte des desserts? Quand vous dites à un client, est-ce que vous voulez la carte des desserts? Je suis désolé, mais on est complètement à côté de la plaque. On ne demande pas à un client s'il veut la carte des desserts. Il faut qu'on vende un dessert au client. Alors, il n'y a plus de chariot, ok. On a vu, justement, dans ces pays-là, et je vous dis, même à Bordeaux et dans d'autres villes en France, à la fin du repas, il y a un joli plateau qui arrive à la table avec 3 à 4 pâtisseries, et on dit au client, qu'est-ce qui vous ferait plaisir pour terminer? Vous vous rendez compte comment on aborde le client, qu'est-ce qui vous ferait plaisir pour terminer? C'est très différent de est-ce que vous voulez la carte des desserts? Je vous dis, j'ai même entendu de mes propres oreilles dans un restaurant un serveur me dire à la fin du repas, pas de dessert, pas de café. Ben non, je lui ai dit, écoute, envoie-nous l'addition, puis on va y aller. Vous vous rendez compte? On est sur le négatif, pas de dessert, pas de café, point d'interrogation. Il y a un truc qui tourne pas rond. Là, on n'est pas du tout dans le service. Il y a un groupe très connu qui fait de la restauration italienne, vous voyez de qui je veux parler, qui m'a entendu dire ça et qui, eux, ont un procédé à la fin du repas que je trouve génial d'ailleurs. C'est eux qui l'ont inventé, mais il y en a d'autres qui le font maintenant. C'est qu'à la fin du repas, ils ne vous demandent pas si vous voulez la carte des desserts, ils ne viennent même pas avec un plateau avec plein de desserts. C'est complètement autre chose. Ils arrivent avec un énorme plat de tiramisu, ils s'approchent de la salle et ils vous disent combien je t'en mets. Vous voyez, là, c'est encore une autre démarche. C'est encore une autre démarche. Donc, il faut aujourd'hui avoir des process tournés vers le service. Je me répète, mais on est vraiment sur le service et non pas laisser le client acheter, c'est à nous de lui vendre. Quatrième paramètre, c'est le service lui-même. La voix doit prendre de plus en plus le relais de la carte. Et si on va au bout du raisonnement, je suis sûr que la carte disparaîtra un jour ou l'autre. Parce que la carte n'a qu'un seul intérêt, c'est de ne pas parler au client. Donc,
j'aurais même tendance à dire supprimons la carte, donnons tout à la personne au service. Alors, oui, on va me dire on n'a pas le personnel pour, il n'y a pas les compétences, etc. Mais ça, on est en train de payer une non-valorisation du service en salle. On en a déjà parlé, il va falloir qu'on se remette à valoriser le service en salle. Et d'ailleurs, quand on voit les établissements de bistronomie, je pense souvent à eux quand je dis ça, parce que dans beaucoup de restaurants, quand vous arrivez, on vous donne une carte, ou sur le set, il y a la carte, enfin peu importe, et c'est à vous de lire, et c'est à vous de choisir. Ça se passe comme ça dans beaucoup de restaurants. Bistronomie, on n'arrive pas à la table en vous disant « vous avez choisi ?» On ne vous dit pas du tout ça. On arrive à la table en vous disant « qu'est-ce qui vous ferait plaisir aujourd'hui ?» Et là, cette question extrêmement ouverte, elle interpelle le consommateur parce que grosso modo, on est en train de lui dire « dis-moi ce que tu veux, je te le fais ». Bien sûr qu'on ne va pas lui faire tout ce qu'il veut. Ce que je veux dire, c'est que quand vous dites à un client « qu'est-ce qui vous ferait plaisir aujourd'hui ? Par quoi vous aimeriez finir votre repas ?» etc. et que vous lui posez des questions, ça veut dire que vous êtes probablement en stand-by de lui proposer des choses, parce qu'il va vous dire bah, « dites-moi ce que vous avez, vous êtes plutôt viande, vous êtes plutôt poisson, etc. » et on commence à lui vendre. Donc la voie, le service, doit reprendre le pas sur le fait de laisser le consommateur seul choisir avec sa petite carte dans les mains, etc. Puis vous savez, la plupart du temps, quand on a cette carte dans les mains, on est 2 au restaurant, ou on est 3 ou 4, enfin peu importe, on a la carte dans le restaurant, on choisit tout ça. S'il y a des cartes tellement compliquées que maintenant on baisse la carte en disant « et toi tu prends quoi ?» ça veut dire qu'il n'y a pas un truc qui nous a choqué, etc. Et puis compte tenu qu'on papote, etc., il y a quelqu'un qui arrive et qui vous dit « vous avez choisi ?» Ben, non, on n'a pas choisi. Si vous voulez repasser, parce que là... Et on s'aperçoit d'une chose, c'est qu'on continue à regarder la carte, mais on continue aussi à papoter, et la fille ou le gars revient au bout de 5 minutes, pas au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, il revient au bout de 4-5 minutes, et tellement qu'on papote, eh ben, on n'a toujours pas choisi. Et là, on sent quelqu'un qui est plutôt irrité, et des clients qui commencent à dire « oui, excusez-nous, on va choisir ». Vous vous rendez compte, on a quand même renversé les rôles, c'est-à-dire qu'on n'est pas au service des clients, le client devient au service de la personne qui commande, et ça, qui prend la commande. Et ça, c'est pas très très bien. Et le 5e paramètre, c'est ce qu'on appelle chez Gira le spectacle en salle. J'en discutais avec des étoilés Michelin qui me disaient « ouais, c'est vrai qu'il ne se passe plus grand-chose dans les salles, il serait peut-être temps de réintroduire, alors évidemment le service, mais ça ils l'ont, mais du spectacle ». Ce que j'appelle du spectacle, c'est, je sais pas, des finitions, des petites préparations près de la table ou à la table. Et vous voyez qu'entre le spectacle, dont je vais vous un peu reparler, le service, les process, le côté psychologique et le côté communication, c'est tout ça l'expérience. C'est tout ça l'expérience. Le spectacle en salle, j'utilise souvent cette expression qui est de dire que le service en salle, enfin la salle doit être le prolongement de l'art du chef ou de l'art de la cuisine. Vous vous rendez compte que s'il n'y a pas ce service, s'il ne se passe pas quelque chose en salle, s'il n'y a pas de spectacle en salle, il n'y a pas de prolongement de l'art du chef ou de l'art de la cuisine. Il y a un break, il y a une rupture. Et quand j'arrive à la table en disant « est-ce que vous avez choisi ? Est-ce que vous voulez la carte des desserts ? Et est-ce que... » Non, il n'y a pas de prolongement de l'art de la cuisine. Donc, je le répète, la restauration est un métier de service. Et puis, je l'ai déjà raconté dans un live, mais je vous le raconte. J'étais un jour chez un de mes clients, en train de déjeuner chez lui. On avait une réunion qui devait commencer à 14h, 14h30. Puis je me suis dit, bah tiens, et même lui, il m'a dit, bah viens déjeuner, puis on se voit après. Et pendant le déjeuner, je regarde toute son équipe en salle. Le restaurant était plein, ça marchait très très fort, etc. Et puis j'ai eu presque une révélation. Je me suis dit, mais ce que je vois là, je me demande si c'est pas une scène de théâtre en fait. Mais bien sûr que c'est une scène de théâtre. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai eu ce déclic. C'est que le service en restauration est comme une pièce de théâtre. Quelle est la différence entre une scène de théâtre et une scène de cinéma? Une scène de cinéma, devant la caméra, vous avez le metteur en scène, les techniciens, etc., qui vous disent « top moteur » et vous tournez. Si vous n'êtes pas bon, si vous jouez mal la scène, on va vous dire « non, non, tu l'as refait, c'est pas bon ». Et vous allez peut-être la refaire 10 fois s'il le faut, jusqu'à ce qu'elle soit bonne. Mais quand vous êtes sur une scène de théâtre, vous ne pouvez pas la refaire. Vous ne pouvez pas la refaire. C'est la bonne, c'est la seule, vous ne pouvez pas la retourner. Et je pense qu'un service, que ce soit le service du midi ou le service du soir, c'est une pièce de théâtre où l'improvisation, je dis bien l'improvisation, doit être apprise
à tous les gens qui travaillent en salle. Pourquoi? Parce qu'il vous est déjà arrivé, si vous avez déjà été au théâtre, qu'un acteur ou une actrice ait un trou de mémoire, un acteur ou une actrice soudainement ait envie de rire, etc. Bon, ça arrive. Les spectateurs sont là, dans la salle, mais vous ne pouvez pas arrêter la pièce, donc il faut continuer. Donc il faut avoir des facultés d'improvisation. Eh bien, dans une salle de restaurant, service midi ou service soir, il faut avoir les mêmes qualités d'improvisation. Et c'est peut-être par là, d'ailleurs, qu'on devrait revaloriser le métier de salle. Et pour ce faire, on a fait appel à une organisation que vous connaissez peut-être qui s'appelle la Ligue d'improvisation. Ce sont des jeunes comédiens, des jeunes acteurs qui, comme leur nom l'indique, sont capables d'improviser très très vite. Donc on les a fait venir chez des clients à nous et ils leur ont appris les techniques d'improvisation. Ils leur ont pas appris comment accueillir un client, comment porter des assiettes, ils n'en savent rien et c'est pas leur truc. Ils leur ont appris toutes les techniques d'improvisation. Et les équipes qui ont eu cette formation ou cette transmission de savoir-faire étaient ravis parce qu'il y a plein de trucs et astuces dans l'improvisation qu'on ne sait pas naturellement. Moi, j'ai appris plein de trucs ce jour-là. L'improvisation, comme son nom l'indique, ça ne s'improvise pas, ça s'apprend. C'est une technique très particulière. On se plaint, mais je le disais tout à l'heure, qu'on vend de moins en moins de desserts, qu'on vend de moins en moins de fromage, moins en moins, plus du tout de fromage, qu'on vend plus de vin, etc. J'entends beaucoup ça. Mais tout ça est dû au fait qu'on ne fait pas tout ce que je viens de dire précédemment. J'ai trouvé remarquable récemment, là, je ne sais pas si vous avez entendu, comment je pourrais dire, Anne-Sophie Pic, qui est en train de, notre triple chef étoilé, qui est en train de travailler sur quelque chose, moi, qui m'a interpellé, j'attends de voir ça avec impatience. Elle est en train de travailler sur un spectacle gastronomique, expérience totale, durant laquelle on se laissera guider de l'arrivée au départ en s'abandonnant au metteur en scène. Alors j'aime beaucoup cette phrase-là parce que elle rejoint tout à fait ce que je pense du service, qui est une scène de théâtre, qui est une pièce de théâtre. Alors je vous disais, les finitions à la table, ajouter une petite sauce, le geste peut être très très beau. Préparation simple devant le client, le plateau de dessert, je vous en ai parlé, les cuisiniers en salle. Moi, je pense que le cuisinier, le chef, mais le chef dans la haute gastronomie, ça fait des décennies qu'il vient en salle. Mais je ne vois pas pourquoi dans un restaurant lambda qui n'est pas étoilé, le cuisinier, le chef, ne devrait pas aller faire un tour en salle. Je peux vous assurer que les clients, les consommateurs, lorsqu'ils voient arriver celui qui a cuisiné, le chef, c'est pour eux un honneur, c'est pour eux pas du spectacle, mais vraiment quelque chose qui les honore. Et ils ont plein de questions à lui poser. Et c'est ça aussi l'expérience, aller dans un restaurant en ayant côtoyé le chef. Et il y a certaines maisons où on demande même à prendre un selfie avec le chef. Je me souviens quand Paul Bocuse était encore de ce monde, j'ai eu la chance d'être invité à Collonges. Et Paul Bocuse avait l'habitude de passer en salle. Et bien évidemment, quand il passait en salle, oui, les gens discutaient avec lui, mais surtout les gens voulaient prendre des photos avec lui. Tout ça fait partie de l'expérience souhaitée par les clients, de vivre un moment très particulier. La livraison, le click and collect, le drive, la vente à emporter, tout ça c'est top, c'est bien, etc. Mais elle n'est pas du tout adaptée à toutes les formes de restauration. Il faut être très très prudent parce que particulièrement la restauration avec service à table reviendra à ses origines et à ses fondamentaux qui est, je le rappelle, un métier de service, un métier de contact. Donc il faut accueillir, il faut expliquer, il faut mettre en confiance, il faut être bienveillant et surtout il faut vendre. Ça fait beaucoup, mais c'est à ce prix-là, à mon avis, qu'on répondra aux attentes des consommateurs. Je peux vous assurer qu'aujourd'hui, les consommateurs attendent cela d'un restaurant, au sens noble du terme. Il faut recréer du lien, il faut recréer de l'interaction, du partage et de la convivialité. Voilà, j'aurais pu vous montrer une vidéo qu'on avait envie de vous montrer là chez Jira, mais malheureusement, sur un live Facebook, on ne peut pas partager une vidéo comme vous avez dû le faire sur Zoom et sur d'autres plateformes de visio.
Donc ce qu'on va faire après ce live, on va poster cette vidéo. Alors vous allez voir, cette vidéo est très particulière. C'est une vidéo qu'on a montée chez Jira avec... On a assemblé, elle ne dure pas très longtemps, je crois qu'elle doit durer 1 minute et demie maximum, où on a assemblé plein d'exemples de spectacles en salle. Aussi bien d'ailleurs en France qu'en Europe ou ailleurs dans le monde. On en a aux États-Unis, en Asie, enfin bref, peu importe. Pour bien vous montrer comment certains restaurants ont introduit déjà depuis un petit moment le spectacle en salle. Voilà. Mais écoutez, j'en ai terminé sur ce grand sujet de l'expérience. Je dis grand sujet parce que je pense que c'est vraiment le sujet de demain qui fera que on se fidélisera à un restaurant. Je me souviens, il y a quelques années, il y a pas mal d'années, Alain Ducasse, que j'avais croisé, m'avait dit « Est-ce que tu ne penses pas qu'un restaurant, c'est d'abord un lieu ?» Et j'avoue qu'à l'époque, je n'avais pas vraiment capté ce qu'il voulait me faire passer. Mais très franchement, il avait raison. Et maintenant, il faut aller plus loin. C'est un lieu et un moment très particulier que je passe dans ce lieu. Donc vous voyez, la restauration évolue. Et ne pensez pas que tout ce que je viens de vous raconter aujourd'hui, c'est lié au Covid. Je vais vous dire, le Covid n'est qu'un accélérateur de ce qui se passait déjà avant, de ce qui était déjà dans les tuyaux. Les choses vont s'accélérer, mais s'accélérer très très vite, parce qu'on a affaire à un consommateur, je dis toujours, qui est très frustré aujourd'hui de ne pas pouvoir aller au resto, pas pouvoir aller boire des coups, pas pouvoir aller faire la fête, pas pouvoir partager. Lorsqu'on va réouvrir les portes, et ça le gouvernement le sait, et c'est pour ça qu'il est très prudent, ça sera une émeute, et je vous garantis, nous on l'avait dit en avril-mai, quand on savait qu'on allait réouvrir le 2 juin, on a dit à beaucoup de nos clients, tenez-vous prêts parce que ça va débouler, et ça va débouler très très fort, surtout qu'on était pendant les beaux jours, les terrasses étaient ouvertes, etc. etc. Quelques clients nous ont pas cru, ils nous ont dit non, tu es un peu optimiste, ça va pas se passer comme ça, les gens vont être un peu réservés, ils vont pas vouloir retourner dans les endroits un peu fermés, ils vont vouloir une distanciation, et puis ils vont peut-être rester chez eux, et puis ils vont se faire livrer. Enfin, j'ai entendu plein de trucs. Ce qui s'est passé en juin, juillet, vous le savez, juin, juillet, août, ça a été des chiffres d'affaires colossaux partout en France. Alors on me dit non, c'est uniquement au niveau des côtes. C'est pas vrai. C'est partout en France, tout le monde a fait un carton. Et je pourrais même vous dire que ceux qui ont fait un carton en juin, juillet, août, bref, juste avant le reconfinement, nous ont dit qu'ils avaient fait des scores meilleurs qu'en 2019 à la même période. Et là, il va se repasser exactement la même chose quand on va réouvrir, j'espère, le week-end de Pâques. Il va se repasser la même chose. On va être à l'approche des beaux jours, on va ressortir des terrasses. Ça va être un déferlement de clients frustrés, qui vont vouloir se rattraper, faire la fête. Enfin, se rattraper, on ne fera pas le chiffre d'affaires qu'on n'a pas fait, ça c'est sûr, il est mort. Mais je pense qu'on va avoir, enfin j'en suis même sûr, on va avoir des très très gros scores en avril, mai, juin, juillet, etc. Donc, préparez-vous à faire ces gros scores, équipez-vous. Je dis équipez-vous parce que durant l'été 2020, j'ai été très triste de voir un maximum de restaurateurs partout en France qui ne pouvaient pas fournir parce qu'ils n'avaient pas assez de staff, ils n'y croyaient pas. Ils ne pouvaient pas fournir parce qu'ils n'avaient pas acheté assez de matière. J'ai vu des restaurants qui étaient en rupture de stock à 13h10. Il y a un truc qui ne va pas, alors qu'ils avaient la queue devant leur resto. Des restaurants qui ne pouvaient pas ouvrir le soir parce qu'ils n'avaient plus de marchandises. Vous vous rendez compte, le gâchis. Donc là, il faut y croire. Préparez-vous à cette ouverture. Alors évidemment, avec l'expérience, tout ce qu'on vient de dire aujourd'hui, mais préparez-vous même en staff parce que ça va débouler très, très, très fort. Je vous souhaite une bonne continuation, une très belle préparation de la réouverture parce qu'elle va arriver, J'entends dire qu'on va réouvrir au mois de juin, juillet. J'ai même entendu qu'on allait ouvrir au mois de septembre. Non, je vous assure qu'on va réouvrir beaucoup plus tôt qu'on le pense. Et préparez-vous. Et à très bientôt.